Bon, je fais au trop car vous avez bien compris que nous sommes déjà très en retard. Je tiens à disposition de celles et ceux qui le souhaitent le téléphone portable d'Édouard Philippe pour organiser les visites. D'ailleurs, c'est le 06 24. Non, pardon. Pour organiser les visites guidées de cette très belle ville du Havre. Monsieur le Premier ministre, cher Édouard Philippe, Madame la ministre du partenariat avec les territoires et de la décentralisation, chère Catherine Vautrin, Madame la ministre de la Transition écologique, de l'énergie, du climat et de la prévention des risques, chère Agnès Pannier-Runacher, Monsieur le préfet, Monsieur le président du conseil départemental de Seine-Maritime, cher Bertrand Bélanger, Monsieur le président de la commission des finances du Sénat, cher Claude Raynal, qui nous fait toujours l'amitié d'être présent à nos conventions, Mesdames et Messieurs les parlementaires, Mesdames et Messieurs les présidentes et présidents d'intercommunalités, Mesdames et Messieurs les élus et leurs collaborateurs, Mesdames et Messieurs, chers amis. Alors à mon tour de vous souhaiter la bienvenue ici au Havre. J'ai entendu que c'était la ville de la Renaissance, visiblement dans laquelle on essaye de trouver de nouveaux horizons. Il y en aura d'autres. Vous êtes venus de très très loin et à mon tour, après Édouard Philippe, je voudrais saluer tous nos élus des Outre-mer avec lesquels nous avons échangé hier matin pendant plus de 2 heures et saluer notamment une des premières intercommunalités qui voit le jour, qui a vu le jour il y a 2 ans du côté de la Polynésie française. Donc effectivement, on vient de loin, non pas pour voir Vesoul, mais pour voir le Havre cette année. Vous représentez toutes et tous nos villes et nos campagnes, nos plaines, nos littoraux ou nos montagnes. Vous êtes cette diversité qui fait notre force et qui fait la force de la République. J'espère que vous êtes prêts à vivre 2 journées intenses, riches en rencontres et en découvertes. Ce congrès est le vôtre, ce congrès sera le vôtre. Bienvenue à tous. Merci, cher Édouard Philippe, cher Bertrand Bélanger, pour vos mots d'amitié. Merci aussi pour votre soutien dans la préparation de notre congrès. J'ai eu l'occasion de le dire hier soir à la mairie du Havre, mais vraiment les équipes du Havre et même du département de la région se sont pliées en quatre pour nous accueillir. Merci pour ces mots d'accueil qui ne remettent pas l'église au milieu du village, mais peut-être le phare à l'entrée du port, pour ce qui concerne la place, le rôle de nos intercommunalités sur le territoire, la question de la gouvernance, et cette idée que nous avons, je pense, fort bien illustrée en nous appuyant sur une œuvre d'art qui est présente sur les quais du Havre, cette idée de faire bloc ensemble. Merci pour la qualité d'organisation qui va même jusqu'au détail de la météo, mon cher Édouard, et qui illustre très bien cette phrase de Tristan Bernard que chacun connaît ici en Normandie. Quand on voit le Havre, c'est qu'il va pleuvoir, et quand on ne le voit pas, c'est qu'il pleut déjà. Cette météo, ma chère Catherine, est à propos. Elle traduit un peu notre état d'esprit. Le ciel s'assombrit, les nuages s'amoncellent et l'orage pourrait gronder. Mais chacun connaît la tradition de dialogue dans laquelle nous nous inscrivons chez Intercommunalité de France, et je sais que nos échanges seront respectueux et constructifs, car le respect, et j'aurai l'occasion d'y revenir à la fin de ce discours, est la base du dialogue entre élus de la République. Mesdames et messieurs, je dois vous avouer que lorsqu'il y a maintenant plusieurs mois, nous avions réfléchi au thème de ce congrès, faire bloc ensemble, je n'imaginais pas que nous serions aussi bien inspirés. Madame la ministre, hier nous étions réunis en Assemblée générale et nous avons voté une motion unique que j'aimerais vous lire et qui a été adoptée à l'unanimité. Les intercommunalités de France ont toujours affirmé l'existence d'une communauté de destin entre décideurs publics devant les comptes de la nation. Nos collectivités locales de l'Hexagone et de l'Outre-mer ne sont pas responsables des déficits ou de l'endettement de l'État, mais elles sont lucides face au péril que cette situation fait peser sur les Français. Les intercommunalités de France ont à maintes reprises proposé d'engager un dialogue franc, informé et équilibré avec l'État pour rétablir une situation
dont tous se doivent d'être solidaires. Ce dialogue leur a été refusé. Les finances locales et le travail des agents territoriaux ont été trop souvent caricaturés. Dans ce contexte, les intercommunalités de France se doivent de refuser les mesures budgétaires que l'État entend leur imposer. Je vois que nous commençons à avoir quelques soutiens dans le projet de loi de finances pour 2025. La reprise en main des budgets locaux par l'État est inacceptable. Ces mesures budgétaires menacent les services publics locaux. Les Français les plus fragiles seront les premiers à en faire les frais. Rénovation énergétique, inclusion numérique, accès à la culture, au sport, accueil des enfants, eau de qualité et en quantité, solutions de mobilité pour tous, accès à la formation et à l'emploi, nous ne pouvons briser ce qui fonde notre vivre ensemble. En conséquence, les intercommunalités de France appellent le gouvernement et les parlementaires à revenir sur des mesures particulièrement injustes pour les collectivités locales. Elles demandent au Premier ministre de réunir rapidement les associations d'élus pour construire ensemble une décentralisation à la hauteur des attentes de nos concitoyens. Parce que l'intercommunalité compte, parce que chacune et chacun de nos habitants compte, il est temps de se mettre sérieusement autour de la table. Madame la ministre, ce que le gouvernement propose est inadmissible, c'est du jamais vu. Prélever 3 milliards sur nos recettes, sur les 5 milliards d'efforts demandés, c'est un impôt direct de l'État sur les budgets des collectivités locales. C'est prendre l'argent que les Français nous ont confié pour améliorer leur quotidien. C'est même le contraire de l'esprit de la décentralisation. Je suis interpellé depuis plusieurs jours par nos adhérents. Ils me disent leur colère et leur incompréhension. Parce que nous prendre 3 milliards d'euros, c'est nous placer face à des choix cruels pour nos habitants. Et je voudrais vous donner quelques exemples concrets, parce que ce combat, il n'est pas un combat d'association, il est un combat pour nos habitants, pour les Françaises et les Français qui vivent dans chacun de nos territoires. Caux-Seine-Agglo, c'est choisir entre l'abandon du projet de maison France Service en zone rurale ou la fin du soutien à la rénovation énergétique des logements sociaux. Dans la métropole de Grenoble, c'est arrêter le soutien à la prévention spécialisée ou arrêter le soutien à la rénovation thermique des copropriétés. À Carcassonne, c'est l'abandon de la reconstruction d'un centre social en plein cœur d'un quartier prioritaire de la politique de la ville. À Niort, c'est un tiers du financement du CCAS, et à Béthune, dans un département et dans une région que vous connaissez bien, chère Agnès Pannier-Runacher, c'est 86% du budget du CCAS. Je cite des agglomérations et des métropoles, car il a été décidé arbitrairement de cibler les plus grandes collectivités, comme si elles étaient forcément les plus riches, ce qui est faux, et vous le savez, ma chère Catherine Vautrin. On sait comment réfléchissent les fonctionnaires de Bercy. On prend un tableau Excel, on descend les lignes, et quand on arrive à 3 milliards, si vous êtes au-dessus, vous payez, si vous êtes en dessous, vous êtes sauvé. Enfin, pour le moment. Parce que même en dessous de 40 millions de recettes, tout le monde va trinquer. Et le président du conseil départemental vient de l'expliquer. D'abord parce que nos intercommunalités soutiennent leurs communes, mais aussi parce que les régions, les départements, qui sont tous impactés, sont les partenaires financiers des territoires. Parce que dans ces mesures d'économie, on ne compte ni les hausses du point d'indice qui vont coûter 8 milliards jusqu'en 2030, ni le fonds vert amputé de 1,5 milliard d'euros. Alors vous nous avez connus sympas et constructifs, c'est vrai. Et je voudrais rester comme ça. Mais je crains que nous soyons un peu moins sympas et constructifs. Madame la ministre, nous refusons que les 420 collectivités qui représentent les 2 tiers, 420 collectivités, c'est 1,5% des collectivités que compte ce pays, mais qui représentent les 2 tiers de l'investissement public local. Nous refusons qu'elles puissent être amputées de 15% de leur marge brute pour investir. Nous refusons la mise en place d'un fonds de réserve dont nous devrions voir hypothétiquement un retour vers les territoires dans 2 ans
Mais enfin, sérieusement, qui sait ce qui peut se passer en 2 ans? Édouard a peut-être une petite idée. Mais qui peut nous garantir le retour de cet argent? Nous refusons que l'on puisse faire passer une aussi grosse pilule au Sénat simplement avec un grand verre d'eau, ajouté à de l'ébriété foncière, car sinon, gare au réveil avec la gueule de bois, mes chers collègues. À ces 3 milliards viennent s'ajouter 2 milliards qui seraient un renoncement à la parole donnée par l'État. C'est pour ça que je ne crois pas à ce fonds qui reviendrait dans 2 ans. Car c'est dans notre congrès, à Bordeaux, il y a 2 ans, qu'Elisabeth Borne, dans le cadre de la suppression de la CVAE, nous avait indiqué que la dynamique de TVA viendrait continuer à accompagner les territoires qui accueillent des usines, comme c'est le cas ici au Havre. Nous interpellons donc le gouvernement, mais aussi nos parlementaires, particulièrement nos sénateurs, la Chambre des territoires, celle qui est là pour nous représenter et nous défendre. Je vous le demande, Madame la Ministre, chère Catherine, revenons sur ces mesures et mettons-nous sereinement, comme cela a toujours été notre état d'esprit, autour de la table. Voilà donc notre état d'esprit, l'indignation, la colère, mais aussi l'action. Vous êtes venus écouter cette colère, ce que je salue. Chère Catherine, vous avez été vice-présidente d'Intercommunalité de France Urbaine, de l'AMF. Vous connaissez sans doute mieux que personne les associations d'élus et le travail quotidien de leurs membres. Vous savez qu'il ne sert à rien d'opposer l'État au territoire, les communes aux intercommunalités ou de caricaturer les collectivités avec des chiffres sortis de nulle part, comme on a pu le voir à la fin de l'été. Car établissons des vérités. Des économies, nous en faisons tous les jours lorsque nous rendons des arbitrages. Nous en faisons tous les jours lorsque nous cherchons les moyens d'amortir les chocs des prix de l'énergie, de l'inflation, de la hausse du point d'indice. Des économies, nous en faisons pour pouvoir endosser nos responsabilités, qui n'ont cessé de s'accroître ces 20 dernières années, alors que notre poids dans le PIB a diminué. Il était de 12% en 2008 et également en 2010, et aujourd'hui, il est de 11,2%. Et pourtant, dans ce laps de temps, il me semble que nous avons cessé d'exercer des responsabilités. Cela veut dire que lorsqu'on confie des responsabilités aux collectivités locales, elles le font pour moins cher que ce que faisait l'État. C'est une évidence, il faut avancer sur la décentralisation. Et comme nous avons toujours été force de proposition et constructifs, nous voulons nous mettre autour de la table pour travailler sur des pistes concrètes. 1,6 milliard, c'est l'impact financier de l'inflation normative, chiffré par le Conseil national d'évaluation des normes, présidé par notre ami Gilles Carrez, également président de la commission des finances de notre association. 1,8 milliard, ce sont les économies chiffrées par Boris Ravignon, vice-président de notre association, si nous mettions fin à l'absurdité de cette double comptabilité et à la lourdeur des justificatifs qui nous sont demandés. 5 milliards, c'est la somme qui nous est demandée. Et le montant de la CVAE que l'État va conserver dans ses caisses alors qu'il nous en a privés et qu'il refuse de nous en affecter la dynamique qui va avec. La décentralisation, voilà une source d'économie. Prenons l'exemple de la politique de l'habitat. Je sais que nous partageons ensemble la même conviction, chère Catherine Vautrin, d'une décentralisation de la politique de l'habitat. Alors allons-y, faisons-le. Allons au-delà des réticences, des craintes exprimées par certains. L'autorité organisatrice de l'habitat sur nos territoires, ce n'est déposséder personne, c'est au contraire ramener au plus près des élus la maîtrise de la politique du logement dans nos territoires et que l'État s'occupe de rénover ses hôpitaux, ses gendarmeries, ses commissariats et qu'il nous laisse accompagner le changement des fenêtres, des toitures et des façades de nos concitoyens. Sur le développement économique,
France Stratégie vient de publier un rapport qui montre l'accumulation des aides et des allègements fiscaux sans stratégie ni vision d'ensemble. Plutôt que de faire remonter les ressources au niveau national pour les redistribuer ensuite en multipliant des postes dans l'administration centrale, donnez-nous la main avec les régions. Et je le dis aussi devant Agnès Pannier-Runacher qui a porté la logique territoire d'industrie. Nous sommes capables d'apporter des réponses concrètes et construites localement aux besoins de nos entreprises sur le terrain. C'est ça, territoire d'industrie. Ça marche. Et c'est pour ça qu'une intercommunalité sur deux est dans ce programme et qu'il faut aller au bout d'une véritable décentralisation du développement économique des territoires parce que les patrons veulent parler aux patrons de leur territoire et pas à des sous-chefs d'administration centrale. Le temps est venu aussi de réfléchir sérieusement et intelligemment, comme le propose d'ailleurs le président du Sénat, à une loi de programmation des finances locales. Cette loi nous permettrait d'avoir un débat régulier avec le Parlement sur la réalité de nos ressources et de nos charges et nous donnerait de la visibilité, sans doute accompagnée de politiques contractuelles, de la visibilité sur toute la durée de nos mandats. Elle fixerait des objectifs ambitieux en matière de péréquation. Elle aiderait à stabiliser les coûts financiers de l'État et, qui sait, à éviter les dérapages. Si nous avions à notre disposition un tel outil, je suis certain que nous ne serions pas dans cette situation aujourd'hui. De la visibilité et de la transparence sur nos ressources, est-ce trop demandé? Je ne le crois pas. Et alors que vous recherchez des économies, Madame la Ministre, j'ai un exemple d'actualité, peut-être même le plus aberrant. C'est le renoncement sur l'eau et l'assainissement. Allez-y. Si la proposition de loi sénatoriale aboutissait à une remise en cause des transferts en cours et remettait en cause, comme le propose un amendement sénatorial qui sera présenté cet après-midi, vise à remettre en cause les transferts déjà effectués, y compris dans les communautés d'agglomération. Pas la position du gouvernement, c'est un amendement sénatorial qui est présenté cet après-midi. Je demande alors, qui va nous rembourser les heures de travail de nos agents, les heures de concertation de nos élus, les sommes déboursées auprès des cabinets d'audit et tous les marchés passés pour réussir le transfert de l'eau et de l'assainissement en 2026. Si tel était le cas, je demanderais bien évidemment à tous nos adhérents d'adresser l'ensemble des factures afférentes à la préparation de ce transfert à qui de droit. Et il y avait sans doute d'autres manières de faire. Je le redis, si nous ne sommes pas des ayatollahs du transfert à l'intercommunalité, il y avait moyen de garder cette date de 2026 pour ne pas casser l'élan de tous ceux qui sont engagés dans cette préparation, pour trouver les quelques exceptions nécessaires pour les 8% d'élus, et notre sondage préparé par le Cevipof le montrera, les 8% d'élus totalement opposés au transfert en 2026. Alors, pour conclure, j'ai beaucoup parlé de respect et de responsabilité, et je crois que oui, l'exigence, le fait d'être, comme c'est le cas visiblement en Normandie, radicalement modéré, ce qui me va plutôt bien, ne doit jamais faire oublier l'esprit de respect républicain qui nous habite les uns et les autres. Et je veux aussi dire que, et je pense que la force de ce congrès le montre, oui, nous avons dit l'intercommunalité, ça compte, mais je pense aussi, vous toutes et vous tous ici rassemblés, et à travers vous tous, l'intercommunalité, ça se respecte. Ça se respecte et ça compte 66 000 élus intercommunaux qui ont envie de travailler ensemble. Ça se respecte et ça compte 300 000 agents qui font un travail essentiel au contact direct des Français. Et ça se respecte et ça compte
2000 congressistes réunis ici qui font de ce congrès le premier congrès d'élus organisé en province capable de réunir autant de monde. Merci à vous tous. Oui, l'intercommunalité, ça compte et ça fonctionne. Nous le démontrons tous les jours. Les 2 enquêtes de l'IFOP et du CEVIPOF qui seront dévoilées durant ce congrès y reviendront plus longuement. Alors, mes chers amis, restons unis. Ne lâchons rien. Faisons bloc ensemble, avec l'ensemble des élus et des associations d'élus. Résistons à la tentation du repli sur soi et à ceux qui confondent liberté locale et égoïsme territorial. Pendant ces 2 jours, soyez fiers de porter la voix de l'exigence et de l'effort face à la facilité et à l'abandon. Oui, ma chère Catherine, comme tu me l'as encore dit la semaine dernière lors de notre rendez-vous, l'intercommunalité, c'est un combat. Faire ensemble, c'est plus difficile que faire tout seul, mais c'est autrement plus efficace. Mais quel beau combat! Un combat démocratique, un combat politique, mais aussi un combat pour l'intérêt général, et celui surtout de nos concitoyens, qui veulent qu'au sein de cette collectivité du territoire vécu, que représente l'intercommunalité, nous trouvions les voies et moyens de notre entente au service du bien commun. Alors vive l'intercommunalité, vive la République décentralisée et vive la 34e Convention des intercommunalités de France. Merci à toutes et à tous.